Bonsoir tout le monde, bonsoir Aurélie. Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat, il est là pour ça, à nous dire d'où vous nous regardez. Vous pouvez vous présenter aussi. Est-ce que vous êtes en recherche d'alternance en ce moment? J'imagine que oui. Est-ce que vous êtes en reconversion ou au contraire en parcours classique? Voilà, est-ce que vous avez déjà une formation et si oui, en quoi? Donc bienvenue à cet atelier avec Aurélie aujourd'hui sur la recherche d'alternance. On va se laisser quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne, mais on va pas tarder à commencer. Bon, je laisserai Aurélie se présenter juste après, mais du coup, de mon côté, je suis chargée de communication chez Adatech School et je vais en profiter pour vous dire deux mots sur l'école avant de laisser la parole à Aurélie. Alors, Mélusine, Bakel, alternance pour le BTS SEO. Ok, d'accord. Euh, T'as raison, mais l'usine. c'est clair. Bon, profite. Donc, à la Tech School, on est une école d'informatique inclusive qui forme des professionnels de la tech capables de s'adapter dans un monde qui change vite, surtout en ce moment avec l'IA. Donc, notre mission, c'est vraiment de former des personnes capables non seulement d'utiliser la tech, mais aussi de la comprendre et de la questionner. L'idée, c'est de vous permettre d'évoluer durablement sur le marché du travail et pas juste d'apprendre un outil et un langage ou un langage. Donc nous, on propose des formations en tech, en IA, en data, conçues pour répondre aux transformations du secteur et vous permettre d'accéder à des métiers identifiés, reconnus. Ce qui structure notre modèle, donc quatre choses importantes. D'abord, des débouchés concrets. On a construit des parcours progressifs vers des métiers qui sont porteurs, donc ça peut être développeur, développeuse logicielle. Il y a aussi de la data analyse, de la chefferie de projet en tech, le métier de DevOps, etc. Ensuite, on a une pédagogie très active, donc on apprend en faisant sur des projets en groupe avec beaucoup d'autonomie, ça c'est vraiment notre marque de fabrique. Et troisième point, l'IA, donc on vous apprend à l'utiliser comme un outil de travail, mais sans jamais remplacer la compréhension, ça c'est vraiment notre parti pris. Au début, vous apprendrez les bases sans IA, ou alors comme ce sera un guide d'apprentissage, mais pas une personne qui code à votre place. Et enfin, l'inclusion. Donc, chez ADA, il n'y a pas besoin de prérequis techniques. On mise surtout sur les soft skills, donc les qualités que vous avez déjà, à savoir curiosité, capacité à travailler en équipe, résilience, motivation, etc. Petit plus, aujourd'hui, on a environ 50% de femmes par promo, ce qui reste assez rare dans la tech, et on essaye au maximum de rester au-dessus de ce chiffre pour maintenir la parité. Bon, ça, je vais passer rapidement. Les métiers, je vous en ai parlé, mais vous avez ici une vision d'ensemble. Donc, métier du développement web, logiciel, en back et en front, quelques métiers de la data, beaucoup de métiers du test, du DevOps, etc. Si je dois résumer, pourquoi choisir Adatech School, sachant qu'on a aussi des formations en alternance, je vous les montre juste à la fin, plutôt en développement logiciel pour le coup. Les trois grands piliers qui font notre différence, d'abord le concret, donc je vous le disais, vous ne faites pas que des exercices, vous travaillez sur des vrais projets et l'idée c'est d'avoir des livrables que vous pouvez montrer dans un portfolio par la suite. Aurélie vous en parlera mieux que moi, mais c'est hyper important d'avoir des vrais projets à valoriser. Et vous apprenez aussi à travailler en équipe, un peu en squad, donc comme ce serait le cas en entreprise. Et donc vous développez des compétences qui sont directement mobilisables sur le marché. Le deuxième pilier, c'est l'insertion professionnelle. Donc, je vous le disais, on forme à des métiers identifiés. On a un réseau d'entreprises partenaires et un accompagnement dédié également pour trouver une alternance et réussir ces entretiens. Là, Aurélie va vous transmettre tous ces bons conseils qui sont déjà testés et approuvés, mais l'idée en rejoignant nos formations, c'est aussi d'avoir un accompagnement personnalisé, un suivi sur votre recherche d'alternance. Voilà. Je vais passer ça aussi. Et donc le dernier pilier, c'est l'employabilité sur le long terme. Pareil, j'en ai parlé au début, mais nos programmes sont régulièrement mis à jour pour suivre le marché. Vous apprenez à utiliser l'IA intelligemment comme un levier et surtout vous développez une vraie autonomie d'apprentissage, c'est-à-dire que vous apprenez à apprendre pour être en mesure de vous saisir de nouvelles stacks si le marché change ou si les outils dans vos entreprises évoluent également. Donc ça, c'est un peu la clé dans un secteur qui est en transformation permanente. Voilà, donc rapidement une vue d'ensemble de nos formations.
Les formations qui sont en alternance, ce sont les 2 formations à gauche. Donc, on a une formation qui forme au titre de CDA, donc reconnue par l'État de niveau Bac plus 3, 4. Et on a également une formation niveau Bac plus 5 en alternance aussi. Donc, ça, c'est pour aller un peu plus dans l'approfondissement, toujours sur l'architecture et le développement logiciel. Si jamais vous êtes débutante dans le chat, je cherche une alternance en tant que data analyst, je suis reconvertie, mais je cherche une alternance. Ok. Donc, s'il y a des débutants, sachez qu'il faudra commencer par ce que vous voyez en orange. Donc, c'est en gros un parcours de 9 mois, 8 à 9 mois pour les personnes qui sont débutantes. Donc, ça commence avec un espèce de tronc commun qui sont donc les fondamentaux du développement web, de la tech et de l'IA. Et ensuite, le choix d'une spécialité métier pour ensuite terminer en alternance pendant 2 ou 4 ans. Enfin, 1, 2 ou 4 ans. Voilà, mais c'est cool, je vois qu'on a des profils assez diversifiés, donc j'espère vraiment que les conseils d'Aurélie pourront vous aider. Moi, je vous retrouve aussi à la fin. Si vous avez des questions sur les formations, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien vers notre prochaine réunion d'information. Sachez que du coup, si vous êtes admissible en alternance, l'idée, c'est aussi de vous aider à trouver une entreprise d'accueil. Voilà. Et je précise aussi, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, vous utilisez le chat, vous utilisez l'onglet questions. L'idée, c'est vraiment que ce soit interactif, donc vraiment prenez ce pouvoir et posez-nous vos questions, vos réactions, si ça vous dit. Je te laisse, Aurélie, prendre la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation. Rebonjour tout le monde. Moi, c'est Aurélie. Je suis chargée d'admission à ADA, mais pas que. J'accompagne aussi, en fait, notamment les étudiants d'ADA dans leur recherche d'alternance. Et pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, moi, avant, j'étais chargée de recrutement et j'ai notamment eu plusieurs missions où je recrutais des alternants, beaucoup d'alternants. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être en effet de vous partager les bons conseils sur cette petite heure. Voilà, ça risque de passer vite, mais on va essayer d'être les plus efficaces. Alors déjà, du contexte, en effet, là, on est vraiment orienté alternance tech. Soyons honnêtes, soyons réalistes, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'étudiants qui cherchent une alternance. Donc, il y a de la concurrence. Et on a un marché de la tech qui a une croissance ralentie. Autant il y a 5-6 ans, on signait assez facilement et assez rapidement. Autant aujourd'hui, on sait qu'il va falloir qu'on se démarque, qu'il va falloir faire de nombreuses candidatures. Donc, c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est important d'en être conscient. Attention, je ne dis pas du tout que vous ne trouverez pas, ne l'interprétez pas comme ça. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il nous faut quelque chose, des outils de qualité, qu'il nous faut une stratégie qui soit efficace, une bonne prépa aux entretiens pour qu'on puisse décrocher une alternance. Donc, ça demande en effet un vrai travail, du temps aussi pour pouvoir postuler et décrocher son alternance. Il y a en effet une temporalité, mai-juillet, je dirais même que ça commence maintenant. Là, pour ceux qui recherchent, je suppose que vous avez déjà commencé à avoir des offres qui arrivent. On est en plein dans la campagne de recrutement des alternants. Donc, si vous recherchez, c'est le moment de s'y mettre. Il faut pas tarder. C'est important d'être réactif, mais pas réactif du genre on y va vite et on fait ça n'importe comment. On y va rapidement, mais de manière qualitative. Ça, c'est important toujours d'allier ces deux-là. Où est-ce que vous pouvez postuler? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez postuler dans plein de boîtes. Donc ça, c'est chouette. On voit aussi l'étendue des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Là, sur la slide, on voit en effet les éditeurs de logiciels, les entreprises de la tech, les ESN, les grosses boîtes, en effet, dans leurs services informatiques. Donc, on a vraiment plein d'entreprises auxquelles penser et dans lesquelles vous allez pouvoir postuler. On a des entreprises qui vont en effet chercher aussi de la diversité dans leurs équipes tech, c'est-à-dire que là, vous recherchez une alternance. L'alternance, c'est apprendre, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, on vous recrute parce qu'on sent en vous le potentiel et parce que vous avez déjà acquis des compétences en dev, si vous recherchez du dev, hein, bien entendu.
Tout à l'heure, Anna vous disait, si vous n'avez pas de base, il faudra passer en effet par nos fondamentaux, la formation de 8 mois. Ça, c'est une réalité, c'est bien ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, trouver une alternance dans la tech sans aucune base tech, c'est quasiment mission impossible. Il nous faut des bases, il faut avoir des choses à montrer au recruteur, il faut rassurer le recruteur pour lui montrer que, OK, je pourrais être autonome au moins sur une partie des missions. C'est la réalité du marché et c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête pour d'ailleurs rassurer le recruteur et qu'on ait derrière une possibilité qui arrive. Donc là, sur la slide, on vous parle notamment des soft skills, c'est-à-dire que le recruteur va s'arrêter sur les soft skills, mais pas que, hein. On a les langages de développement qui sont vraiment attendus de manière très importante, c'est-à-dire qu'en effet, si on recrute quelqu'un sur une mission JavaScript React, par exemple, on va attendre de notre candidat qu'il ait quand même fait des choses en JavaScript React, des projets, des exercices, un GitHub avec du code que je peux aller voir. Mais on va aussi attendre de mieux connaître sa personnalité, notamment ses savoir-être, hein, les soft skills. C'est ni plus ni moins que vos savoir-être. Donc là, on voit notamment l'implication, la rigueur, l'autonomie, la relation client. L'idée, en fait, c'est que vous-même, vous soyez au clair sur vos soft skills, donc vos savoir-être, ce qui va permettre aussi de vous différencier un petit peu des autres, hein, parce on a tous notre singularité. Et puis vos hard skills, donc tout ce qui est compétences métiers, notamment compétences techniques. Donc il faut, dans tous les cas, avant que vous postuliez, que vous soyez au clair là-dessus. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les projets que vous avez faits? Quelles compétences vous maîtrisez? Et puis, qu'est-ce qui vous différencie, notamment en termes de soft skills? Donc, c'est vraiment important que vous vous preniez un temps là-dessus avant de passer à la rédaction, notamment de vos outils de candidature. Ici, on vous parle des job boards à privilégier. Les job boards, c'est les sites d'offres d'emploi. Déjà, par rapport à la recherche d'alternance, comme la recherche d'emploi, on parle de marché ouvert et de marché caché. Le marché ouvert, c'est ce qui est visible par tous, donc notamment les offres. Vous pouvez voir ces offres sur plusieurs job boards, notamment Indeed, Hello Work. On a LinkedIn aussi, qui contient pas mal d'offres. Welcome to the Jungle, c'est pas mal. Il y a des pages entreprises pour avoir des infos, c'est chouette. Les jeudis, We Love Dev, l'APEC, l'Opco Atlas, il y a pas mal d'offres aussi. Donc, soyez curieux, allez voir ces job boards pour regarder un petit peu quels sont les job boards qui vous correspondent le plus, sur lesquels il y a des offres qui vous correspondent pour que vous puissiez y aller suffisamment souvent et que vous puissiez postuler. Moi, ce que je conseille en général, c'est de repérer 3-4 job boards qui sont pertinents par rapport à votre recherche, d'y aller minimum 2 fois par semaine pour pouvoir candidater quand même relativement rapidement. Normalement, les recruteurs savent gérer les annonces et savent stopper aussi les publications quand ils ont trop de candidatures. Mais on sait que parfois, il y a des oublis et du coup, si vous postulez beaucoup trop tard, votre CV risque de passer aux oubliettes, malheureusement. Ce n'est pas le cas de tous les recruteurs, je vous rassure. Mais du coup, plus vous êtes réactif, plus vous avez de chances quand même que votre candidature soit regardée. Donc, je vous invite vraiment à être réactif par rapport aux candidatures, par rapport aux réponses à offres. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard, mais on a aussi ce qu'on appelle le marché fermé. En gros, c'est tout ce que vous ne voyez pas en termes d'opportunités. Donc, on parle de candidature spontanée, on parle notamment de réseautage. Il faut savoir que ça représente environ 60% des recrutements. Donc, OK, continuez à postuler aux offres, c'est hyper important. Mais pensez aussi aux candidatures spontanées, au réseautage. Et pour faire vos candidatures spontanées, on en parlera tout à l'heure. On a notamment LinkedIn qui est super intéressant. Et ce que je dis aux personnes que j'accompagne aussi, c'est savoir se fixer quand même un nombre de candidatures par semaine. Pour moi, c'est minimum 10 par semaine, 10 à 15. C'est pas mal, mais du qualitatif et du personnalisé. Je vais sûrement me répéter avec le terme personnalisé, mais il faut se différencier et ça, c'est hyper important. 3 mots d'ordre dans votre recherche: la rigueur, la persévérance et la patience. Pourquoi?
rigueur, parce qu'on doit se tenir quand même à des outils qui sont assez structurés, qui sont clairs, avoir des choses vraiment, vraiment claires et qui vont répondre aux attentes du recruteur, s'imposer aussi un rythme, les bonnes pratiques, et puis continuer, donc persévérer, c'est la réalité. Vous allez avoir des retours négatifs. Ça fait partie, entre guillemets, du jeu, même si c'est jamais agréable. Mais ce n'est pas parce que vous avez des retours négatifs qu'à un moment, vous n'aurez pas un retour positif. Et ça, c'est important aussi vraiment de vous le mettre en tête. Et puis, patience, parce qu'on sait que ça prend du temps. Alors, je ne vais pas pouvoir faire un récap des conseils donnés, Majda, parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps. Les slides, pour le coup, on a pas mal de choses à se dire. Mais par contre, tu auras accès au replay pour pouvoir regarder tout ça. Donc, on va commencer avec le CV. Le CV, c'est hyper important puisque ça va être en effet la première impression que le recruteur va avoir de vous, de votre profil. Si, bien sûr, c'est un envoi, parce que si vous le rencontrez en direct pendant un job dating, etc., ça va être différent. Mais quand même, quand on donne un support derrière de CV qui n'est pas propre, ça peut un petit peu tiquer. Donc, attention à ça, une attention vraiment particulière à donner au CV. Il faut savoir que les recruteurs, il y a une étude qui est sortie, ne passent pas plus de 30 secondes par CV. Comment on analyse un CV? Tout simplement en étant au clair sur les attentes du manager. Par exemple, si le manager veut quelqu'un qui a déjà un bac+2, on va aller chercher le bac+2. S'il veut quelqu'un qui a déjà fait, comme je disais tout à l'heure, du JavaScript et du React, on va aller regarder dans les langages les JavaScript, React, etc. D'où l'idée d'avoir un CV super clair. Et quand je reçois votre CV, de se dire, OK, qu'est-ce qu'il recherche? Il est où mon titre? Est-ce qu'à l'œil nu, je vois les rubriques, notamment d'expérience, de formation, de compétences, etc., pour tout de suite savoir où je vais aller mettre mes yeux. Donc, c'est hyper important d'avoir un CV vraiment très clair et que je peux lire très vite. On est d'accord, un CV, c'est une page maximum. Là, vous êtes en recherche d'alternance en plus. Alors, peut-être que dans 10 ans, vous aurez plein d'expériences, plein de choses à mettre en avant et exceptionnellement, on acceptera 2 pages. Mais c'est vraiment 2 pages si on a des trucs hyper techniques, intéressants et attendus pour le poste. Nous, là, pour une recherche d'alternance, on est vraiment à une page. Et ce qui est important, comme je vous disais, c'est la clarté, c'est la lisibilité. Par rapport à la présentation, donc tout à l'heure, on vous montrera un exemple de CV. L'idée, c'est de ne pas s'y perdre. Donc là, on parle notamment d'aération du CV. Quelque chose que je vois souvent aussi, c'est dans les espaces. Je fais attention, harmonisez bien vos espaces. Des fois, on voit des gros espaces, des petits espaces, etc. Donc tout de suite, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu. Donc attention à ça. Quand on décrit notamment des expériences, privilégie les bullet points, pourquoi pas, aère ton CV. On peut utiliser le gras, l'italique, le souligner. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc, il faut savoir doser. Et puis, sois rigoureux, notamment sur l'orthographe. Attention aux coquilles. Ça aussi, ça peut être parfois problématique. Donc déjà, quand on ouvre votre CV, première chose à voir, c'est votre titre. Surtout si vous envoyez une candidature spontanée, donc ce n'est pas une réponse à offre. L'idée, c'est de savoir, OK, en fait, qu'est-ce que vous recherchez? Donc, je ne sais pas moi, selon vos recherches, développeur full stack, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc, comme ça, moi, recruteuse, tout de suite, OK, je sais ce qu'ils recherchent, je ne me pose pas 1000 questions. En fait, l'idée, c'est que avec votre CV et votre lettre de motivation, le recruteur, il ne se pose pas 1000 questions. Parce que s'il se pose trop de questions, vu qu'il y a de la concurrence, il va mettre votre CV sur le côté et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc déjà, j'ouvre votre CV, je veux voir concrètement ce que vous recherchez avec votre titre. Ensuite, on peut faire en effet une introduction, c'est-à-dire se présenter en 3-4 lignes de manière concrète. L'idée, c'est de se démarquer. Et quelque chose que je dis souvent, c'est ne vous voyez pas en tant que demandeur d'emploi, demandeur d'alternance. Il faut plutôt que vous vous visualisez en tant que personne qui apporte des compétences. Donc, vous allez être apporteur de compétences. Donc, dans ces 3-4 lignes maximum, je veux plutôt savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter concrètement à l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ça va matcher? Ça, c'est hyper important.
Donc, mettez-vous vraiment dans cette posture-là. Vous avez des choses, on est d'accord, vous recherchez une alternance, le but, c'est d'apprendre, etc. Mais vous pouvez aussi, vous, apporter quelque chose à l'entreprise, que ce soit technique, que ce soit humain, etc. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Ou peut-être que pour ceux qui sont en reconversion en dev, eh ben avant, vous travailliez, je ne sais pas moi, dans le domaine bancaire. Et là, vous visez une alternance justement dans le service informatique de la banque. Paf, on met en avant justement cette double compétence à la fois tech et à la fois connaissance métier qui peut être hyper aidante. Donc, on cherche ces atouts et dès là, on commence à les mettre en avant. Donc, adapte ton titre de CV, bien sûr. Intègre les mots-clés pertinents, ça, on va en reparler. L'idée, c'est d'avoir un CV donc, qui vous mette en avant, notamment d'un point de vue technique. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous recruter en alternance parce que vous avez déjà aussi des compétences techniques et parce que vous êtes admis dans une formation qui répond aux besoins de l'entreprise. Par rapport à ce que je vous propose, l'idée, c'est OK, j'ouvre votre CV, j'ai le titre. Deuxième chose, il faut qu'on ait vos informations personnelles. Des fois, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de numéro de téléphone. Attention, je veux votre numéro de téléphone pour vous appeler. Il me faut un mail. Le top, c'est d'avoir aussi un lien LinkedIn qui est cliquable. Attention, si je mets mon lien LinkedIn, ça veut dire que le lien LinkedIn, votre profil, il doit bien être complet, etc. et correspondre à ce qu'il y a sur le CV. Donc, faites attention aussi à chouchouter, si je peux dire, un petit peu votre profil LinkedIn. C'est là aussi, là, mettez-moi, vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre adresse, mais au moins votre lieu d'habitation, votre ville. Petite précision, si jamais, imaginons que vous êtes à Nantes, vous habitez à Nantes, mais vous cherchez à Paris, mettez-moi plutôt zone de mobilité de point Paris. Pourquoi? Parce que on est d'accord, c'est de la discrimination, mais ça existe. Le recruteur risque de se dire attention, et là on est à Paris, le gars ou la fille est à Nantes, je ne suis pas sûre qu'il va faire le trajet, etc. Donc on va privilégier quelqu'un de Paris. Donc faites attention à ça. On évite cet écueil-là et mettez-moi plutôt votre zone de mobilité. Là aussi, en dessous, dans les infos perso, pourquoi pas? Alors, ce n'est pas obligatoirement ici, mais en tout cas, on peut poursuivre après le LinkedIn en mettant notamment votre lien GitHub et votre lien de portfolio. Anna vous en a un petit peu parlé. En gros, ça, c'est un truc que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne, c'est voyez nous, les recruteurs, comme des êtres trouillards. On a besoin, nous, d'être rassurés. Et comment on est rassurés? Quand on voit qu'en effet, vous avez des choses à nous montrer, notamment en code. Donc, que ça soit via votre portfolio, via votre GitHub, via aussi vos projets que vous pouvez présenter sur votre CV. Donc, ça, c'est hyper important. Le must, c'est que ça vienne aussi en haut, c'est vos projets de dev. Si vous êtes frustré, parce qu'on est d'accord, des fois, le CV, c'est un peu un jeu de Tetris, donc il faut faire des choix dans ce qu'on présente. Posez-vous la question, voilà, si vous étiez recruteur, quels sont les projets qui feraient le plus, on va dire, la différence? Et donc là, mettez-moi au moins 2 projets. Expliquez-moi ces projets avec les technos aussi qui sont associés. Et si vous êtes frustré de ne pas tout pouvoir mettre, n'hésitez pas à mettre une petite phrase en dessous. Retrouvez l'intégralité de mes projets sur mon portfolio, mon GitHub, en mettant un lien cliquable. Comme ça invite vraiment à aller voir. Autre chose, vos compétences. Hyper important, attention, dans le domaine technique et dans le domaine dev, ne mettez pas que j'ai perdu le nom, que des petits logos, puisque si en effet c'est un ou une chargée de recrutement qui vous recrute, qui préqualifie votre CV, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est spécialisé, qui va savoir dire, OK, tel logo, c'est tel langage. Donc, vraiment, là, il va falloir me mettre à l'écrit vos langages, en back, en front, vos frameworks, etc. Donc, faites vraiment le point là-dessus. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on se fie vraiment aux attentes managers. Donc, si on sait que le manager, il veut quelqu'un qui maîtrise tel framework, tel langage, etc., si on ne les voit pas écrits dans compétences, on se dit qu'il ne les a pas. Et si c'est écrit dans compétences, on va se poser la question, OK, mais du coup, dans quel cadre il ou elle a utilisé ces langages-là? Et on va aller chercher notamment dans le projet
Est-ce qu'on a des projets qui sont faits dans ces langages-là? Donc, par rapport aux projets que vous mettez sur votre CV, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi adapter notamment les projets en fonction des attentes des recruteurs si c'est des réponses à offres et que vous connaissez. Idem pour le titre, hein, on l'adapte vraiment au titre de l'offre si c'est une réponse à offre. Autre chose, les formations, ça va peut-être vous paraître étonnant, mais quelque chose qui était compliqué quand je recrutais beaucoup d'alternants, c'est que la plupart d'entre eux oubliaient de me mettre la formation visée et l'école visée, ainsi que le rythme. Et ça, c'était compliqué parce que je ne savais pas, ils veulent quoi? Un bac plus 3, un bac plus 5, un bac plus 2, j'ai pas d'infos. Donc, vraiment, pensez à mettre ça, la formation visée, donc dans formation, avec le date. Ne mettez pas que le nom de la formation, j'ai besoin de savoir concrètement c'est quel niveau. Par exemple, nous, on propose un titre RNCP 6. C'est important de mettre titre RNCP 6, concepteur, développeur d'application, puisqu'on sait que c'est un titre reconnu par l'État. Et du coup, ça va venir vraiment rassurer les entreprises avec le nom de l'école aussi, bien sûr. Et puis, vos expériences pro, peut-être que vous vous dites, bah oui, moi, je suis en reconversion, ce que je faisais avant, ça n'avait rien à voir. Bah ok, ça n'avait peut-être rien à voir, mais on veut savoir quand même avant que vous avez travaillé. Donc ça, pensez bien mettre vos expériences pro. Et puis, on peut toujours faire du lien, notamment avec les soft skills dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas, moi, si vous étiez équipier polyvalent au McDo, l'esprit d'équipe doit être bon, la capacité d'adaptation doit être bonne, la gestion de l'urgence doit sûrement être bonne aussi. Il y a des choses qu'on peut mettre en avant. Alors là, on ne va pas avoir la place de le développer dans le CV, on est bien d'accord. Cependant, j'ai besoin de savoir que vous avez travaillé avant. Autrement, moi, recruteur, en simplement 30 secondes, s'il n'y a rien avant, je me dis, cette personne n'a jamais travaillé, ne connaît pas le monde du travail. Donc, si vous avez travaillé, notez-le. Un exemple de CV, donc là, on est bien sur une page, c'est hyper clair ce que vous voyez, on voit bien les titres, compétences, projets, expérience, éducation, vous pouvez mettre formation, mais ça, peu importe. Et puis, on a autre, voyage en sac à dos, je vois saison en station de ski, etc. Ça, ce n'est pas forcément obligatoire, on peut mettre les centres d'intérêt si on a la place, pourquoi pas, ça en dit un petit peu plus sur la personnalité, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, à première vue, ce CV, on peut se dire, il est clair et on va venir un petit peu plus en détail. Donc là, j'ai le nom, j'ai le titre, donc je sais ce qu'elle recherche. Ce qui est dommage, c'est que dans le titre, je ne vois pas alternance, je ne vois pas contrat d'apprentissage ou je ne vois pas contrat de professionnalisation. Il faut savoir que nous, des fois, on nous impose un contrat pro, un contrat d'apprentissage, donc on a besoin de le savoir. Si en plus de ça, mais je vois pas les infos perso d'ailleurs de la personne. Donc, il manque quand même des choses. Si on n'a pas en plus son âge, on ne peut pas savoir si concrètement c'est un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Et même si on sait l'âge, il peut y avoir en plus des exceptions, notamment dans le cadre d'une RQTH. Donc, attention à ça. Ah si, les infos, c'est que ça. C'est, oula, je fais des bêtises. C'est 75 011 Paris, le mail et le GitHub. C'est un peu léger. Très honnêtement, moi, je trouve ça un peu léger. Déjà, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors aujourd'hui, certes, on va vous envoyer certains recruteurs directement le lien d'agenda et vous allez prendre rendez-vous, mais beaucoup sont encore par téléphone à vous appeler. Donc, en fait, rien que le fait de ne pas mettre votre numéro de téléphone, ça peut être un problème et ça risque de vous mettre vraiment de côté sur un recrutement. Donc attention à ça. La personne a choisi de mettre son GitHub ici. Pourquoi pas? C'est peut-être pas forcément ce qu'on mettrait, enfin, ce qu'il met le plus en avant. Je vois pas son lien LinkedIn, je vois pas de portfolio. Donc, je trouve que là, pour le coup, en tout cas en termes d'infos perso, on pourrait faire carrément plus clair. En termes de présentation, apprenante à ADA depuis mai 2023, je suis à la recherche d'une alternance d'1 an à partir de mai 2024. Donc, OK, là, je sais que c'est une alternance. Je sais que c'est 1 an. Mon parcours atypique, alors moi, j'ai un peu de mal avec parcours atypique parce que ça, on le voit depuis des années. Mais aujourd'hui, la reconversion, j'ai envie de dire, enfin, regardons autour de nous, quasiment tout le monde s'est reconverti, moi y compris. Donc, c'est plus atypique.
Et mes compétences variées font de moi une candidate polyvalente, curieuse et enthousiaste, prête à relever de nouveaux défis en développement web. Moi, je pense qu'on pourrait être carrément plus concret et peut-être aller plus droit au but sur, OK, par rapport à ce que j'ai compris de l'offre, oui, je maîtrise tel langage, OK, je suis curieuse et enthousiaste et j'ai envie de mettre mes compétences à votre disposition avec le nom de l'entreprise, un truc comme ça. Alors, c'est à peaufiner, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de plus percutant, on va dire. Concrètement, ça ressemble à quoi? Donc compétences, ça, les compétences, sincèrement, c'est bien. J'ai mes compétences front qui sont hyper visibles, bac, framework, mes langues. Ça, c'est important. Vous voyez aussi notamment anglais niveau C2, espagnol niveau C2. C'est hyper important parce que des fois, on voit les langues, mais il n'y a pas de niveau à côté. Donc, on se dit, est-ce que c'est anglais bilingue ou est-ce que c'est anglais basique, hello, how are you? Donc attention à ça, d'être suffisamment voilà, que ça parle suffisamment aux recruteurs. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai les projets. Ça, c'est super. Donc là, j'ai 3 projets. Je sais si c'est un projet personnel, je sais si c'est un projet de groupe. C'est super parce que projet de groupe, je me dis, OK, ça veut dire que cette personne, elle saura s'adapter, notamment avec ses collègues. On sait qu'ils vont beaucoup bosser ensemble. Donc déjà, premier point positif. Moi, je vois à côté Next, React, TypeScript. Je sais les technos qui sont utilisés. Et puis, je vois surtout ce lien à côté là. Ah, ce lien cliquable, il me plaît. Alors, le ou la chargée de recrutement ne va pas forcément aller voir le lien parce qu'elle ne va pas forcément savoir coder, donc pas forcément d'intérêt. Par contre, par rapport au deuxième degré, on va dire, de sélection, ça va être quelqu'un vraiment du métier. Et là, il va aller voir le code. Donc, il me faut ce lien. Il faut à la fois que je vois les projets sur le CV pour le ou la chargée de recrutement pour comprendre ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait dans quel langage. Et il me faut le lien pour que le ou la personne vraiment technique puisse aller checker que tout est OK et que c'est de qualité. C'est super bien présenté. On voit notamment les bullet points, vous remarquerez mon bel accent, qui sont bien mis en avant. Donc, sincèrement, ça, c'est top. Ensuite, expérience. Donc, OK, j'ai mes dates. Je sais dans quelle boîte la personne a bossé. J'ai aussi son titre métier. Là, on explique même ce que fait l'entreprise. Et puis, pareil, on développe. Donc, ça, c'est très bien. Il faut savoir doser, pareil, c'est-à-dire que si finalement sur votre CV, il y a beaucoup moins de place parce que des fois, on est sur un jeu de Tetris, on n'est pas obligé de développer les expériences, surtout si c'est des choses qu'on connaît. Exemple comptable, on connaît. Professeur des écoles, on connaît. Équipier, tout à l'heure, polyvalent au McDo, on connaît. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de développer. Moi, je vous recrute parce que vous voulez être dev et parce que surtout, vous avez déjà validé une formation en dev, que vous voulez en valider une autre que je vois sur votre CV, que vous avez des projets à me présenter, que vous avez des compétences à me présenter et que je peux aller checker tout ça sur votre GitHub, sur votre portfolio et sur votre LinkedIn. Donc, retenez bien ça. Vous cherchez une alternance dev, mais je veux voir vraiment un CV dev. Pas que, vous avez fait des choses avant, c'est OK, on vient les mettre, mais la majorité de la place, c'est orienté tech. Là, donc 2023, on voit éducation, formation, j'ai mes dates, j'ai l'école, j'ai bien titre RNCP niveau 6, donc j'ai bien mes infos. Et puis dans autres, là, pourquoi pas un voyage en sac à dos, saison en station de ski. Sincèrement, on n'est pas obligé de noter ce autre. C'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut que je retrouve dans votre CV. Moi, ce qui me plaît quand je vois un CV, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il soit orienté tech. Je vois mon titre, je sais ce que la personne cherche. Si je regarde des CV à la chaîne, je vais être très honnête, je ne vais pas lire vos 3-4 petites lignes. Par contre, je vais les lire avant l'entretien. Donc, il faut quand même les soigner. L'idée, OK, je vois tout de suite vos compétences, je vois tout de suite vos projets, c'est Accès Dev. Le must, c'est de mettre directement en dessous vos formations. Comme ça, je continue en fait à toujours avoir du dev. Et en dessous, on vient mettre les expériences pro qui ne sont pas en rapport direct, entre guillemets, avec le dev.
Autre chose que vous pouvez faire pour apporter encore plus de clarté, de lisibilité aux recruteurs, moi, en tout cas, c'est mon conseil, mais on sait qu'il y a des conseils différents, il y a des chargés de recrutement différents, tout le monde bosse différemment. C'est plutôt, vous voyez, dans l'expérience, comme dans l'éducation, à la place de mettre en gras les écoles et les entreprises, je mettrais plutôt en gras la formation que vous avez eue, la formation que vous visez, et en gras le titre métier plutôt que l'entreprise. Parce que nous, ça nous permet vraiment de lire plus vite et de comprendre beaucoup plus vite votre parcours. Alors, je suis désolée, j'enchaîne beaucoup trop vite d'ailleurs, je pense. Je vais regarder vos questions. Si les projets ne sont pas assez avancés ou si on ne code pas assez régulièrement, c'est problématique. Bah là, il faudrait pour le coup que je vois concrètement ce que tu as déjà fait, Majda. Ne pas coder régulièrement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il faut qu'on voit sur ton GitHub, sur ton CV, sur ton portfolio que tu as vraiment des choses à présenter, quoi. Parce que comme je l'ai dit, au début, ce que j'ai dit, c'est qu'on était sur quand même un marché concurrentiel et il faut qu'on se différencie. On se différencie par nos projets d'école, entre guillemets, de formation, mais aussi par nos projets perso et notre capacité à les présenter. Donc ça, il faut... Oui, bah c'est sûr que si tu as des choses qualitatives et qu'on voit que tu codes régulièrement, ça sera un atout par rapport aux autres. Dans le cas où le choix de la formation n'est pas encore finalisé, comment faire? Tu peux mettre les écoles visées, peut-être que tu en as plusieurs. Et puis après, ça dépend aussi de l'école que tu vises. Les choses peuvent se faire aussi assez rapidement. Dans tous les cas, il faut que tu m'éclaires. En tout cas, moi, en tant que recruteuse, si je reçois ton CV, pour me dire, OK, qu'est-ce qu'il vise comme niveau, quel diplôme il vise. Et après, des fois, soyons honnêtes, les entreprises ont des préférences d'école aussi. Donc, vont vous dire, bah voilà, moi, je préfère que tu ailles dans tel cursus. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Est-ce que ça va sur le CV? J'ai enchaîné super vite parce que je sais qu'il y a plein de slides. Frédéric, si on a un projet pro, mais que l'on n'a pas de projet réalisé en cours, mais réalisé durant l'expérience professionnelle, que mettre? Eh ben, écoute, si c'est l'expérience pro qui est pour toi un gros atout, bah, à ce moment-là, l'expérience pro va remonter et c'est l'expérience pro que tu mettras en haut. L'idée, en fait, c'est toujours, en fait, la lecture de CV, c'est que du matching. C'est-à-dire que on a une offre, si c'est une candidature une candidature spontanée, on connaît, nous, les attentes du manager. C'est juste, OK, je vais checker dans mon CV, est-ce que je vois les attentes du recruteur ou pas? Que ça soit dans projet ou que ce soit dans expérience pro, hein. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit dans expérience pro. Par contre, quand tu vas décrire ton expérience pro, il faut bien que tu mettes en avant justement les points qui font le matching avec l'alternance que tu recherches. Voilà. Deuxième chose avec plaisir. Deuxième chose sur sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant, hein, on parle beaucoup de LinkedIn, encore plus dans le monde de la tech. Et sincèrement, je vous conseille plus de vous faire un bon profil et surtout d'être actif sur ce réseau par rapport à votre recherche d'alternance. Pourquoi? On a la majorité des acteurs tech qui y sont. On a beaucoup d'offres qui y sont postées, mais pas que. Vous allez voir que surtout LinkedIn, ça va nous permettre de venir cibler des entreprises chez qui postuler et du coup, pareil, faire grossir cette possibilité de candidature. Et c'est une source de veille technologique, ça c'est vrai. Donc, c'est hyper cool de pouvoir suivre des créateurs de contenu qui sont pertinents, qui sont expérimentés et qui peuvent apporter des choses. Enfin, expérimentés, pas forcément, mais qui du moins partagent des choses concrètes et véridiques sur le sujet. Alors, par rapport à votre profil LinkedIn, premièrement, il me faut un profil, comme j'ai l'habitude de le dire, expression vintage, aux petits oignons. Idem, pareil que votre CV. Si je vais sur votre LinkedIn, là, je dois comprendre ce que vous recherchez. Si je ne vois pas de titre, vous avez votre nom, prénom, et puis en dessous, vous avez le titre. Si là, il y a juste recherche alternance, je ne vais pas comprendre, il recherche une alternance en quoi? Donc, il faut vraiment être explicite là-dessus.
Donc là, on a un exemple, apprenante développeuse full stack chez Adatech School en recherche d'alternance. Et puis là, ce qu'on pourrait mettre au-delà d'Adatech School, ça va être plutôt le niveau, quoi. Donc, bac plus 3, 4, par exemple, ou bac plus 5. C'est ça aussi qui va intéresser. Ajoute une description personnalisée. Ça, c'est dans la rubrique info. La rubrique info, souvent, moi, j'ai des retours à me dire, mais Aurélie, je ne sais pas du tout quoi mettre dans cette rubrique info. L'idée, c'est d'en dire plus que sur votre CV. Et en plus, elle est super bien répertoriée. Donc, vous avez tout intérêt à mettre toutes vos stacks parce que quand les recruteurs vont faire leurs recherches, notamment par mots-clés, pour qu'elles tombent sur vous, il faut que vous ayez les bons mots-clés et notamment dans cette rubrique info. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, on continue vraiment de tout remplir avec notamment les expériences. On se souvient, on met même les emplois qui vous paraissent ne pas être en lien direct avec Dev. On met les formations avec notamment la formation visée. On met aussi les compétences. On pense bien aux compétences Dev. On met les stacks là aussi. On a la rubrique recommandations. Alors ça, c'est franchement hyper bien. Pensez du coup à vos anciens managers, maîtres de stage, formateurs, osez aller leur demander des recommandations. Là aussi, ça donne confiance aux recruteurs de voir qu'il y a des recommandations. Et puis, il y a une autre rubrique qui est très, très peu utilisée, mais que moi, je trouve hyper intéressante. C'est la rubrique sélection. C'est un peu votre vitrine. Donc, n'hésitez pas à mettre dans cette rubrique ce qui vous paraît intéressant. Je vous conseille de mettre votre GitHub. Je vous conseille également de mettre votre portfolio. Vous pouvez y mettre votre CV si vous le souhaitez. Après, le LinkedIn reprend votre CV. Voilà, quand même, attention, si vous mettez votre CV, surtout si vous êtes une femme, soyons honnêtes, ne mettez pas votre numéro, ne mettez pas votre adresse exacte. LinkedIn est un réseau social professionnel, mais ce n'est pas parce que c'est pro qu'il y a des gens qui sont toujours très bien intentionnés. Donc, protégez-vous aussi par rapport à ça. Logiquement, il y a une messagerie, les gens peuvent vous contacter par messagerie. Et puis, dernière chose, sur LinkedIn, on a aussi une bannière. Et du coup, si on voit la bannière grise, on dit, bon, bah là, la personne, clairement, elle n'est pas active sur LinkedIn. Vous pouvez avoir des bannières hyper rapidement, hyper facilement et gratuitement sur Canva. Vous allez sur Canva, vous mettez bannière LinkedIn, hop, vous avez une bannière. Vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez me mettre recherche alternance, développeur full stack avec votre ville. Et du coup, paf, moi j'arrive sur votre profil, tout de suite je comprends et puis derrière je vois toutes les infos. On a aussi une rubrique projet, donc ça c'est top, allez mettre vos projets, que je puisse aller voir ce que vous avez fait. Donc en gros, avec votre LinkedIn, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous recherchez. La photo, oui, parce qu'en fait c'est un réseau social de base. Donc, dites-vous que on doit quand même avoir confiance. Si c'est une personne qui n'a pas de photo, on ne sait pas avec qui on parle, on a peu de chances de vous répondre. Donc, mettez une photo. Attention à la photo que vous mettez. L'idée, ce n'est pas de mettre une photo de vous à la plage, quoi. Parce que là, niveau pro, je ne vous dis pas de vous mettre en costard cravate, tout ça, pas du tout. Mettez-moi une photo quand même relativement professionnelle, quoi. Pareil, pas une photo de mariage ou quoi, parce que ça, on voit tout de suite. Et en effet, si vraiment c'est gênant pour vous, vous pouvez mettre un avatar. Mais moi, clairement, je préfère les photos. Donc ça, on en a parlé. Vois-toi comme ta vitrine, c'est vraiment ça. Le profil LinkedIn, c'est votre vitrine, d'où cette rubrique aussi sélection, parce que la rubrique sélection va arriver juste en dessous de la rubrique info ou au-dessus, j'ai un doute. Et du coup, on voit direct votre portfolio, votre LinkedIn, votre GitHub, etc. Donc ça, je vous conseille plus. Et pareil, là, c'est un exemple de profil LinkedIn. Donc là, la personne n'est pas forcément en recherche d'alternance, du moins à la première vision que j'ai, moi, je n'ai pas l'impression que cette personne est en recherche d'alternance, mais qu'elle est actuellement en alternance. Donc là, vous voyez que j'ai un titre qui est quand même super bien développé, je sais où elle est. Et en plus, j'ai le lien direct vers ses réalisations, donc ça, c'est chouette. J'ai ma rubrique info qui est suffisamment développée.
Activité, en fait, activité, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur LinkedIn, tout ce que vous faites, tout ce que vous likez, ce que vous commentez, ce que vous postez, c'est visible par tout le monde, notamment via cette rubrique activité. Donc, faites aussi attention à ça, notamment aux messages que vous envoyez pour garder quand même une image positive de vous. Quelqu'un qu'on va voir critiquer en permanence, le recruteur va se dire est-ce qu'il va faire pareil avec mon entreprise? Donc, attention à ça. Là, je ne vois pas la rubrique sélection. Donc, moi, je vous invite à rajouter la rubrique sélection pour qu'on puisse y voir notamment vos réalisations. Vous pouvez aussi y mettre notamment des posts que vous trouvez intéressants. Là, on voit l'expérience. Donc ça, nickel. On voit ce que fait cette personne. Par contre, en dessous, je vois développeur web, Adatex School, contrat en alternance. Donc là, pour le coup, alors soit cette personne a été dev chez Ada et OK, soit non. Et à ce moment-là, c'est dans formation qu'il faut qu'elle aille. Je ne vois pas non plus, alors là c'est pas dessus, mais logiquement, vous avez derrière la rubrique compétences, la rubrique recommandations, et puis on voit aussi les pages que vous suivez. Frédéric, est-ce que l'on doit être inscrit dans une formation avant de rechercher une alternance ou on peut commencer à indiquer la formation qui sera suivie, peu importe l'organisme? Écoute, je ne sais pas dans quoi tu recherches. Cependant, là, je te conseille de commencer dès maintenant ta recherche, de quand même noter la formation que tu vises. De toute manière, ce qu'il faut se dire, c'est que, soyons honnêtes, une école, si vous avez trouvé l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'elle vous dise non. Vraiment là-dessus, donc oui, chef de projet. Moi, je t'invite à chercher dès maintenant. Je suppose que tu sais déjà le type d'école qui te plairait, donc que tu as commencé à les contacter, mais tu peux commencer d'ores et déjà à rechercher. Et puis de toute façon, si l'école visée ne te prend pas, il y en aura sûrement une autre qui te prendra quand même. Donc, ouais, tu peux carrément commencer tes démarches. Postuler à une offre d'alternance. Donc là, on parle du marché ouvert. Donc, on a une offre en face et on postule. L'idée, en fait, avant tout, avant de postuler, c'est de comprendre cette offre pour comprendre les exigences, les attentes du poste qui vous intéresse. Premièrement, décortique le paragraphe à propos de l'entreprise, identifie les mots-clés, et ça, c'est important de comprendre les mots-clés liés à l'esprit de l'entreprise, ses valeurs, ses enjeux. C'est des choses que vous allez pouvoir réutiliser, notamment dans votre lettre de motif si c'est demandé. Identifie les missions du poste pour les mettre en lien avec tes expériences. Vous vous souvenez, c'est toujours cette histoire de matching. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et moi, qu'est-ce que j'ai déjà développé? Qu'est-ce que je connais déjà par rapport à leurs attentes? Identifie justement les compétences tech et humaines recherchées pour mettre en avant les bons projets et les compétences douces. Les compétences douces, c'est un autre nom de soft skills qui est un autre nom de savoir-être. Et après, l'idée, c'est de faire vos outils de candidature en fonction de cette offre-là pour que ça matche. On ne change pas tout, mais par exemple, par rapport au projet du CV, mais il y a certains projets qu'on va pouvoir changer ou au moins changer d'ordre. Il y a le titre du CV aussi qui va pouvoir bouger, etc. Vérifiez les outils de candidature demandés en amont. En effet, des fois, on va juste vous demander un CV. Des fois, on va vous demander une lettre de motivation. Des fois, on va vous demander, vous avez juste avoir à remplir un petit carré avec un petit texte. Donc là, il faut checker aussi qu'est-ce qu'ils attendent. Et là, vous voyez sur la slide, certes, la lettre de motif n'est pas toujours lue, mais son absence peut être éliminatoire. Idem pour une lettre mal écrite. Et ça, c'est réel. Moi, on m'a déjà dit, plusieurs managers m'ont dit, OK, Aurélie, moi, je demande une lettre de motivation. Si les candidats ne t'envoient que le CV et pas la lettre de motivation, c'est non. Donc, attention à ça. La lettre de motivation, aujourd'hui, elle fait débat. Moi, je suis pro lettre de motivation, mais je sais que je fais partie d'une minorité. Mais si c'est demandé, c'est important de la faire, de l'envoyer, parce que vous risquez vraiment de passer à côté d'une opportunité. Alors, lettre de motivation ou mail de motivation, il y a deux choses différentes. Premièrement, si on vous demande une lettre de motivation, vous me faites une vraie lettre de motivation. Si on ne vous demande pas de lettre de motivation, faites-moi à minima un mail, un message de motivation. C'est-à-dire que là, on va, entre guillemets, droit au but. Une lettre de motivation, on est sur une page avec quand même des attentes en termes de format.
Le mail de motivation, c'est moins formel, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de personnalisé. En vous différenciant, en fait, le fait de personnaliser le message de motivation va vous permettre vraiment de vous différencier, contrairement à des gens qui vont juste envoyer leur CV comme ça, quoi. On va se dire: «Bah, elle a pas fait trop d'efforts». Alors que si à côté, j'ai quelqu'un, qui me fait un petit message en se présentant rapidement, en se disant: «Voilà, je maîtrise ça, ça, ça comme tech, j'ai plusieurs projets que j'aimerais vous présenter, votre entreprise, je partage telle valeur avec vous, j'adorerais qu'on en discute pour contribuer à votre développement, par exemple. Ah, ok, le gars, il a fait un effort, il a compris ce qu'on attendait, là, ça a l'air de matcher, j'ai envie de l'appeler. En fait, c'est vraiment ça. Il faut que vous éveilliez la curiosité chez le recruteur. Donc ça, c'est ce que je vous parlais, hein. Vous voyez, pour le coup, soit vous pouvez l'attacher, soit on vous laisse un carré pour une lettre de motivation. Et là, pour le coup, c'est bien mis lettre de motivation. Donc, on est vraiment sur un format en général d'une page. Une lettre de motivation, de toute façon, ne dépassez pas une page, c'est comme le CV. Et des fois, on ne vous oblige pas de mettre une lettre de motivation, mais vous avez quand même un petit carré dans lequel vous pouvez vous présenter. Donc, profitez de ce petit carré pour mettre un petit message de motivation, même si c'est 5 lignes, 10 lignes. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 10 lignes. Un message de motivation, c'est assez court. Mettez-le pour montrer que vous n'envoyez pas ce CV vous envoyez le CV à plein de gens, on le sait, mais vous avez une attention quand même particulière pour chaque boîte et pour chaque offre. Et ça peut faire la diff. Frédéric, notre présentation sur LinkedIn doit-elle changer à chaque fois? Ah non, tu ne peux pas changer ta présentation à chaque fois parce que tu vois, si tu me fais 10 candidatures semaine, tu ne vas pas pouvoir changer 10 fois LinkedIn, sachant que tu ne sais même pas si le recruteur va aller voir ton LinkedIn et s'il vient, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il va aller le voir. De toute façon, ton LinkedIn, normalement, là, tu n'es pas aussi restreint qu'un CV, donc tu as vraiment la place de tout mettre. Et un lien LinkedIn, non, ne va jamais être contre-productif parce que logiquement, ton LinkedIn, si tu fais attention à ton LinkedIn, il va être qualitatif, il va bien te représenter, il va te mettre en valeur. En fait, il faut que tu prennes le temps de te faire un bon profil LinkedIn. Pour LinkedIn, il ne faut pas hésiter à être curieux. Je sais que des fois, j'ai des candidats qui me disent « Mais Aurélie, j'ose pas aller voir. Les gens, ils vont voir que je suis allée voir leur profil. » Bah oui, c'est le jeu de toute manière. Si on est sur LinkedIn, c'est aussi pour être vu. Donc, allez voir les profils des autres. Regardez comment ils sont faits. Vous pouvez vous en inspirer. Je ne dis pas de copier-coller, hein, mais voyez comment c'est fait. Sentez-vous à l'aise aussi avec ce réseau-là, quoi. La lettre de motivation, alors on va passer plus rapidement. Donc en effet, l'objectif, c'est de s'assurer que tu sais communiquer. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, on peut se dire, c'est facile, je demande à l'IA, etc. L'IA peut nous faire des bons trucs, mais attention, hein, elle peut nous faire des trucs aussi, des fois un peu bof. Ce qui est top, c'est le binôme intelligence humaine, intelligence artificielle. Donc, si vous demandez à l'IA de faire une lettre de motivation, ça veut dire qu'il faut que vous lui donniez suffisamment d'infos sur vous, sur l'entreprise, sur vos motivations, sur ce fameux matching pour qu'elle nous sorte un truc intéressant, suffisamment personnalisé que derrière, vous pouvez aussi remettre à votre sauce. Moi, je ne suis pas du tout contre l'IA pour la lettre de motivation, mais par contre, il faut lui donner les informations pour qu'elle fasse du bon boulot. C'est le binôme intelligence humaine artificielle peut faire des choses incroyables. Voilà, et confirmer que tu as bien compris le rôle, il y a un petit problème. Le rôle, l'émission demandée plutôt et l'entreprise et faire le lien avec justement les missions demandées. Courte, percutante et personnelle. Courte dans le sens une page, hein, pas courte dans le sens 5 lignes. Et pour être convaincant, identifie les raisons pour lesquelles tu postules. N'oublions pas que c'est une lettre de motivation. Donc, qu'est-ce qui me motive dans cette offre? Qu'est-ce qui me plaît dans cette mission? Qu'est-ce qui me plaît dans l'entreprise? Et mets-les clairement en avant. Ça, c'est hyper important. Et attention, souvent, les candidats, ils ont en tête ah oui, il faut que je dise que l'entreprise est la meilleure, que je suis le meilleur. Pas du tout. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est que je comprenne en gros qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît, et puis que je comprenne que cette lettre de motivation, elle est pour ma boîte, donc que vous avez bien compris ce que fait ma boîte et qu'elle vous intéresse. En gros, c'est ça.
Je vous demande certainement pas à dire, moi, si je reçois une lettre de motivation, à dire Aurélie Picard, vous êtes la meilleure, etc. Je me dis, c'est quoi ce truc bizarre? Pas du tout, mais qu'est-ce que tu as fait? En quoi ma structure, elle t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie d'y apporter, etc. Quelques conseils, 3 à 4 paragraphes avec les mots-clés pertinents. On a repéré normalement les mots-clés, vous vous souvenez, dans l'offre. L'idée, c'est de retrouver ces mots-clés aussi dans le CV et dans la lettre de motivation. On fait des phrases courtes. Pour ça, je vous invite à lire votre motivation à voix haute, parce que c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que c'est un petit peu trop long. Adressé à une personne, quand on a le nom de la personne, c'est le must, mais ce n'est pas forcément toujours la réalité. Attention à l'orthographe et puis aux tournures génériques impersonnelles, ça c'est certain. Plusieurs choses. Alors, moi, je vois les choses un peu différemment dans le sens où je pars du principe qu'il n'y a jamais une seule manière de faire. Donc, après, ça, c'est ma vision. Là, Ada vous donne un exemple avec l'accroche, le corps de texte, le dernier paragraphe et la conclusion. L'accroche, c'est quoi? Selon Ada, c'est se présenter en quelques lignes, introduire ton intérêt pour le rôle et pour l'entreprise, et vraiment en allant à l'essentiel. Et puis après, on arrive dans le corps de texte. C'est là où vraiment tu vas commencer à te présenter, tu vas mettre en lien tes expériences, tes connaissances avec les missions, les attentes de l'entreprise, ce fameux matching. Et puis le dernier paragraphe où là, on va vraiment parler de l'entreprise. On va dire, OK, j'ai compris ce que vous faites, voilà ce qui m'intéresse dans votre boîte. Et on finit avec une conclusion et la fameuse petite phrase, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, etc. Plein de manières différentes de faire, hein, sincèrement. Vous pouvez aussi très bien commencer par l'entreprise. Madame X, monsieur Y, votre entreprise, avec le nom de l'entreprise, fait ça, nous partageons telle valeur, ou alors il y a une expertise, je ne sais pas moi, sur tel domaine, il y a des projets à l'international qui vous intéressent, ça peut être ça, hein, les points d'accroche. Hein. Donc là, vous pouvez me parler de ça. Ah oui, ce qui m'intéresse dans votre entreprise, c'est ça. Je serais donc heureuse de pouvoir vous rejoindre sur tel poste. Et puis après, paf, on commence à parler un petit peu de notre parcours, des compétences qui sont en lien avec le poste. Donc, vous voyez, il y a différentes manières d'apporter, enfin, vraiment d'amener la chose. Il n'y a jamais une seule manière de faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette lettre, elle doit vous ressembler, elle doit vraiment être personnalisée selon vous, qui vous êtes et l'entreprise. On ne vous demande pas de faire 10 lignes sur l'entreprise, mais au moins, il faut qu'on comprenne que vous vous êtes intéressé un minimum à l'entreprise et que vous avez envie de nous rejoindre. Et puis, le mail de motivation. Alors là, dans les slides, on parle de mail de motivation et de pitch, mais à mon sens, c'est quand même différent. Le mail de motivation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est on va vraiment droit au but. On ne met pas de lettre de motivation, mais on met quand même un message à côté pour montrer que on s'intéresse pour se présenter rapidement et susciter vraiment l'intérêt du recruteur. Et il démarre en effet par une phrase d'accroche, il termine par un call to action pour engager, faire en sorte que le recruteur ait envie de vous contacter. Donc là, on a un exemple de mail de motivation. Je suis Benjamin, ancien juriste en droit du travail, en reconversion chez Adatech School en développement full stack. Après avoir aidé les RH à résoudre leurs problèmes, c'est au service du produit que je souhaite désormais apporter mon expertise. Je recherche une alternance en tant que dev full stack à compter de septembre 2024. Là, on fait une petite phrase sur l'entreprise. Est-ce que je peux vous partager mon CV? Alors moi, je vais peut-être un peu trop fort, mais ce que je ferais, bon déjà, un petit bonjour n'est pas de trop. Avec, si par exemple c'est sur LinkedIn, le prénom de la personne ou le nom de la personne. Et puis là, OK, tu étais juriste en droit du travail chez Adatech School. Là, chez Adatech School. Là, du coup, tu es en reconversion en tant que dev chez Adatech School. Mais concrètement, je ne sais pas, ça veut dire que tu n'as jamais fait de dev. Je ne comprends pas. Moi, en tout cas, ce premier message, je ne le comprends pas. Donc, j'ai besoin que ce cher Benjamin m'explique qu'il a déjà fait une formation de 8 mois, qu'il a plusieurs projets qui sont visibles dans son portfolio, par exemple, avec un petit lien cliquable, etc. Est-ce que je peux vous partager mon CV? Non, moi, je le mets directement, sincèrement. C'est plutôt, est-ce que vous avez un moment pour qu'on puisse échanger à propos de possibles opportunités dans votre entreprise? Donc, moi, je vais un peu plus droit au but.
Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, ce message peut être envoyé par mail, peut être envoyé par LinkedIn, peut être envoyé par les messageries aussi de notamment Indeed, Welcome to the Jungle, etc. Donc, vraiment, faites attention à ça. Voyez ce qui est le plus approprié selon la situation. Il fait des fautes d'orthographe, Benjamin. Alors ça, je t'avoue que je n'ai pas regardé après avoir aidé les RH à résoudre leurs problèmes. Je sais que ça aurait pu être au pluriel. C'est au service du produit, on aurait au service produit que je souhaite désormais apporter mon expertise. Je recherche une alternance en tant que dev à compter de septembre. Bah, écoute, excepté ça, je ne vois pas non plus de grosses fautes. Il y a leurs problèmes, en effet, qui auraient pu être au pluriel, mais d'expérience, on voit pire. Alors, à moins que tu aies vu autre chose que je ne vois pas en ce moment même, Frédéric. Tu l'as souligné, ok. Donc, voilà. Petite chose aussi, quand vous faites ça via LinkedIn, moi, ce que je propose, c'est d'enrober un petit truc, d'enrober un petit peu le message, c'est-à-dire au début, on s'intéresse quand même à la personne. C'est-à-dire, ok, je ne vais pas dire ton parcours m'inspire, mais il faut trouver des mots simples pour le dire, que vous, vous êtes en reconversion dans ce domaine-là et que vous avez envie de suivre un petit peu le même chemin qu'elle, que vous recherchez une alternance, que vous avez déjà développé telle compétence, voilà mon portfolio. Est-ce qu'il y a des possibilités dans son entreprise? Je te partage mon CV. Et s'il n'y a pas de possibilité dans son entreprise, on demande si elle a connaissance ou si elle a des conseils à donner pour trouver son alternance dans une autre boîte. Osez aussi vraiment demander tout ça. Et il est 19h03, je n'ai dépassé que de 3 minutes, mais je suis allée très vite. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on s'est dit? N'hésitez pas, c'est le moment. Je vois que Mélusine est en train d'écrire. C'était très clair. Eh bien, écoute, super. Je pense à d'autres choses parce qu'en fait, c'est vrai qu'une heure, c'est très court pour vous dire tout. Il y a vraiment plein de choses à dire sur le sujet. Je vous parlais plutôt au début de l'atelier du marché ouvert, du marché caché. Le marché caché, donc 60% des opportunités de recrutement, on va être sur de la candidature spontanée et du réseautage. Donc LinkedIn, bien sûr, ça c'est super. Vous avez d'autres sites qui existent, notamment La Bonne Boîte. C'est fait par France Travail, c'est super. Ça vous sort vraiment un listing d'entreprises qui pourraient recruter dans votre secteur dans les 6 prochains mois. Surtout, ne cliquez pas sur postuler, faire une candidature spontanée, puisque ça tombe dans l'espace France Travail des boîtes et vous êtes sûr que ça ne va pas être vu. Mais en tout cas, prenez ce listing pour derrière venir faire vos candidatures spontanées directement auprès des boîtes. Et sur LinkedIn, on a une super barre de recherche en haut à gauche pour trouver des gens qui font le même métier que vous voulez faire. Vous pouvez filtrer par personne, filtrer par lieu, et comme ça, paf, vous tombez sur plein de gens dans votre secteur géographique et d'activité que vous pouvez ajouter, que vous pouvez contacter directement. Vous pouvez regarder où est-ce qu'ils bossent, où est-ce qu'ils ont bossé avant pour vraiment cibler les entreprises. Donc ça, je vous le conseille. Et puis, autre chose, je vous conseille de relancer. N'ayez pas peur d'être, entre guillemets, lourd pour le recruteur. C'est juste qu'il faut bien le faire. Donc, candidater. Au bout de 3 jours, si vous n'avez pas de réponse, relancez. L'idée, ce n'est pas de dire mais c'est une honte, vous n'avez jamais répondu. En plus, en 3 jours, disons les choses, on n'a pas forcément le temps. Mais renvoyez leur CV, rappelez-leur que vous avez envoyé votre candidature pour tel poste à telle date et demandez-leur s'ils ont un créneau pour pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas, en effet, à le dire sous forme de question, puisque la question va inviter la réponse derrière. Et puis, je vous ai dit, par rapport au rythme, 10 à 15 candidatures semaine, ça me semble pas mal. Quel est votre regard sur le marché globalement? Le marché, il s'est durci. Moi, j'accompagne des devs dans leur recherche, dev, data, etc., dans leur recherche d'emploi et d'alternance depuis 2021. Donc, ça va faire bientôt 5 ans. Comme je le disais au début, franchement, c'était plutôt rapide, à condition que le candidat ou la candidate nous fasse vraiment des choses quali, on trouvait bien. Aujourd'hui, ça s'est bien durci, donc c'est plus difficile. Heureusement, on signe quand même. Par contre, il faut qu'on ait vraiment des profils qualitatifs dans le sens où, en effet, on a du projet à montrer,
On a pour accrocher, on a un bon CV, on a des projets, on a un GitHub, on a un portfolio. On a une lettre de motivation suffisamment personnalisée et surtout, arrivé en entretien, on sait expliquer ce qu'on a fait. Et puis voilà, on est conscient de soi et de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc, je vous rassure, c'est très possible de trouver une alternance. Par contre, soyez vraiment quali dans ce que vous faites. Et puis, continuez, soyez patient. Ne désespérez pas. Si vous avez votre état d'esprit qui fait ça, c'est normal aussi. Rassurez-vous là-dessus. Moi, c'est vraiment les retours que j'ai des gens que j'accompagne. Mais ce n'est pas parce que vous avez un retour négatif, plusieurs retours négatifs, que la proposition, elle ne va pas venir. Donc, vraiment, vous continuez, vous persévérez, vous faites un bon suivi de candidature, vous relancez. Et puis, créez-vous des opportunités. Si vous savez qu'il y a des confs à côté de chez vous, etc., allez-y, rencontrez des gens et osez, quoi. C'est ce que je vous conseille. Je ne sais pas si Anna est de retour. La voilà de retour. Est-ce que vous avez Yes, une question je avant suis bien là. cet atelier? Merci beaucoup à toi. J'ai écouté discrètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, après, on a déjà un peu débordé, mais j'ai l'impression que tout le monde a pu s'exprimer aussi dans le chat, donc vous avez bien fait. Et merci beaucoup à toi, Aurélie, pour Avec toute cette plaisir. présentation et pour la réponse aux questions de chacun et chacune. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Bon, une petite question. Est-ce que dans les gens que tu accompagnes, il y a des gens de plus de 40 ans? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ce serait dur de trouver une alternance à mon âge. Alors, j'ai accompagné des gens de 18 à 58 ans. Donc, tu vois, niveau âge, on est plutôt large. Et plus de 40 ans, oui. Et ben écoute, il n'y a pas très longtemps, justement, on a signé un contrat pro et cette personne avait plus de 40 ans, si ça peut te rassurer. Donc, oui. Et en plus, enfin voilà, il faut voir aussi le fait qu'à 40 ans, on peut aussi avoir une maturité, une vision des choses, une expérience qui peut vraiment intéresser une entreprise. Après, on ne peut pas faire de généralité, mais on peut toujours trouver des choses, des points qui sauront te mettre suffisamment en avant auprès des entreprises. Merci beaucoup pour ta réponse. Et j'espère, Mélusine, que tu as la réponse à ta question. Mais clairement, il y a moyen, il ne faut pas que tu lâches, c'est sûr. Je vois qu'il y a une personne en train de taper, mais je pense qu'il va être temps qu'on se laisse aussi. J'ai essayé d'aller vite. C'était parfait. Enfin, selon moi. J'espère que ce n'était pas trop rapide, en tout cas pour tout le monde, et que c'était suffisamment clair et que ça vous a vraiment été utile, parce que c'était quand même l'objectif. Mais il y a toujours beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci beaucoup pour vos retours, c'est très gentil. Merci beaucoup, Ludivine. Merci, Guarina. Merci aussi, Mélusine. Merci à toutes et à tous. Je vous remets le lien du coup de notre prochaine réunion d'information à Data School si vous avez des questions, si vous voulez découvrir un peu plus en détail nos programmes et notre accompagnement, que ce soit pour des formations en alternance ou non. Je vous laisse vous inscrire. Ce sera avec Chloé qui est du coup la fondatrice de l'école et directrice. Mais je suis contente qu'on ait pris une dernière question de Mélusine parce que c'est vrai que l'âge c'est un frein, mais en réalité ça ne devrait pas l'être et ça l'est pas dans beaucoup de cas, donc c'est pas un problème du tout. Lancez-vous et let's go, donner à fond. Trop bien, si tout le monde a apprécié. Aurélie, merci encore beaucoup et merci tout le monde pour votre attention. N'hésitez pas à surveiller un peu les prochains événements Dada, on en organise assez régulièrement, donc voilà, au plaisir de vous recroiser sur un prochain événement, atelier d'initiation, etc. Et à très bientôt, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde, bonne recherche, on ne lâche pas, j'espère que vous trouverez. Merci en tout cas beaucoup pour votre participation, c'était un vrai plaisir. Yes, accrochez-vous et bon courage à toutes et à tous. Bonne soirée, merci Aurélie, Bonne merci tout soirée. le monde.